faire un flash actualité avec le président de Réseau A+, à l'occasion donc de la question qu'on nous a posée sur les opérations de contrôle actuelles des organismes de sous-section 4 par les différences directes de France et de Navarre, on va dire, aujourd'hui. Alors, il existe effectivement un document qui est paru il y a quelques jours, suite au bilan qui a été fait et présenté le 10 octobre dans le grand séminaire de la Direction Générale du Travail. Et à cette occasion, donc, une opération de la directe Bourgogne-Franche-Comté a pu communiquer les résultats de l'opération de contrôle. Donc l'ensemble des services de la directe, hein, donc pas simplement l'inspection du travail, mais les services de la formation professionnelle et de la concurrence et des prix, puisqu'effectivement on a un réseau, ce qu'on appelle des risques particuliers amiante, les RPP et les agents de contrôle. On a le pôle effectivement du service régional de contrôle et puis le pôle C de tout ce qui est concurrence des directs. Donc les directs sont organisés et suivent des directives de 2015 de la DGT pour organiser le contrôle des organismes de formation qui dispensent des formations sous section 4. Donc la cible de ces organismes de formation, effectivement, c'était la région Franche-Comté, mais organismes qui exercent en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté. Le contrôle portait sur les contenus de formation, les compétences, les formateurs, les plateformes pédagogiques, 3 petits points. L'objectif, c'était de vérifier l'application effective de la réglementation et d'inciter les organismes de formation à se conformer aux exigences réglementaires. Les contrôles réalisés. On a donc l'information suivante, 24 organismes identifiés donc, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, 9 organismes de formation ont leur siège dans la région, 15 organismes de formation sont implantés dans la région mais déclarés dans une autre région en tant qu'organisme de formation, et 5 OF sont intervenus sur les formations section 4, pas forcément impliqués directement sur la région. Sur l'ensemble de ces contrôles, voilà les résultats. On a donc 5 contrôles sur site, on a eu 2 réunions avec les organismes de formation demandeurs et 14 contrôles sur pièce ayant donné lieu à 18 courriers d'observation, tant sur la partie théorique que sur la partie pratique. Sur les 5 OF contrôlés, donc 5 sur la vingtaine d'organismes, 4 sont en infraction. Donc voilà le rapport 4 sur 5. Donc on a une grande majorité des organismes qui étaient donc en infraction. Un organisme de formation s'est vu menacé de l'annulation de sa déclaration d'activité. Un autre organisme a arrêté son activité en section 4 et a recours désormais à un autre organisme. Ces contrôles ont permis d'examiner la situation de 250 salariés. Les principaux constats et de non-conformité. Recours fréquent à la sous-traitance, et donc la sous-traitance multiple ou en cascade. Les organismes de sous-traitance ne sont pas déclarés comme des OF. Alors ça, c'est le cas typique des organismes, des travailleurs indépendants qui font de la formation et qui ne sont pas déclarés comme organismes de formation et qui font des interventions en formation sans être eux-mêmes déclarés comme des organismes de formation. Et on rappelle effectivement que dans ce cadre-là, la vacation n'existe plus. Effectivement, il faut qu'il y ait un organisme déclaré. Le contenu pédagogique limité au premier niveau. Effectivement, donc ça veut dire que la totalité, ça on le sait, la totalité des organismes de formation aujourd'hui qui font la sous-section 4, qui ne font pas par ailleurs de la sous-section 3, je tiens à préciser, se limitent de par la demande expresse des stagiaires et des bénéficiaires au premier niveau. Ils ne vont pas aller plus loin. Ce sera le thème de notre intervention avec le président de Réseau A+. Mélange des publics formés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dans la même formation des couvreurs, des plombiers, des zingueurs, des électriciens, des maçons, des chirurgiens dentistes. On a du public formé et ça apparemment c'est un point de non-conformité. Et surtout, l'inexistence de plateformes pédagogiques ou plateformes non conformes. Donc on considère, les directs considèrent que les plateformes, les 4, donc 5e des plateformes pédagogiques testées sont non conformes ou n'existent pas. En conséquence, les attestations de compétences délivrées ne sont pas valides. Et donc, elles ne permettent pas à l'employeur de justifier son obligation de formation. Et donc, quelqu'un d'exposé à l'amiante aujourd'hui qui a une attestation de formation qui ne serait pas valide, par un organisme qui ne serait donc pas conforme, enfreint la réglementation, puisqu'à ce moment-là, les interventions sont faites hors réglementation sous section 4, et on peut remonter la chaîne assez loin. Donc je m'arrête là pour la présentation. Donc Pascal Goubet, président de Réseau A+, on a eu des remontées en tant que de Réseau A+, sur cette situation donc alarmiste de centres de formation qui se voient menacés aujourd'hui de fermeture, voire pire. Tout à fait. Oui, tout à fait. On a eu pas mal d'organismes de formation qui ont écrit des courriers directement à la directe en disant qu'il était tout à fait criminel, il faut le dire, criminel, de former et d'apprendre des opérateurs en SS4 de se former comme s'ils étaient des amianteurs. Ce ne sont pas des désamurteurs, ce sont des gens qui font un travail et
dans leur travail, ils ont une activité très succincte concernant de la SS4 parce qu'il y a de l'amiante. Bon. Alors, j'ai criminel, faut résumer, je reprends à l'envers, les centres, les organismes de formation qui nous ont signalé ces faits ont été mis en demeure de régulariser parce qu'effectivement, eux-mêmes risquaient de faire exposer des travailleurs mal formés. Hein, c'est ce qu'on leur reproche. Oui, les travailleurs ont été mal formés voilà. parce qu'ils ne vont pas jusqu'au niveau 2, vers le niveau 3. Alors, tout dépend. Si on forme les gens sur un certain type de niveau, je pense qu'au niveau de leur attestation de formation, si on leur dit ils sont formés à tel type de niveau et à tel type d'activité, je pense qu'il faut qu'ils se conforment par rapport à cette attestation de compétences. Et non pas dire on est formé en SS4, aussi bien être plombier ou couvreur, bah, c'est pas du tout le même métier, donc c'est pas du tout les mêmes gestes et les mêmes activités. Voilà. Bon, par contre, ils sont peut-être formés ensemble. Alors, c'est un des points importants, ça veut dire qu'effectivement, la directe, alors là, c'est pas une position qu'on a de la directe de Bourgogne-Franche-Comté, c'est la directe Hauts-de-France, hein, apparemment, Nord-Picardie pour l'instant, et qui reproche à un organisme de formation de ne pas avoir délivré la totalité de la formation. Et la position de la directe, qui n'est pas celle, on le verra, de celle de la Bourgogne-Franche-Comté, donc on a des positions différentes selon les directs. Selon les régions. Dans le Nord, donc Nord-Picardie, on nous dit la formation n'est pas conforme, donc des attestations valent rien, donc il faut rembourser. Il faut rembourser les OPCA. Rembourser les OPCA et même rembourser tous les bénéficiaires. Parce que ça a été payé par les OPCA. C'était même pas seulement les OPCA, payé sur le fonds formation, et c'est donc n'importe quelle comptabilité, c'est de la formation. Si c'est de la formation, elle n'est pas conforme, l'attestation n'a aucune validité, il faut donc rembourser. Et donc tout ou rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de milieu. Voilà, il n'y a pas de milieu, il n'y a même pas de 4/5e de formation, c'est toute la formation n'a pas été faite, donc elle ne vaut rien, il faut donc la rembourser. Position par contre, c'est intéressant de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est que en Bourgogne-Franche-Comté, la décision ça a été de mettre en place. Hein, voilà la suite des contrôles. Donc, rappel de la réglementation, donc les courriers d'observation, c'est attention, vous n'êtes pas en conformité sur ça. On pourra discuter des contenus hein, de la vie, mais surtout ce qui demande très intéressant. Les directs ont demandé la mise en place de formations complémentaires en vue de pallier les manquements constatés sur la partie théorique que pratique. Ça veut donc dire qu'on considère qu'il y a peut-être 40%, 50%, 60% de la formation qui est faite, 75%, et on demande à ces organismes de compléter leur formation, parce qu'ils ont fait une partie de la formation. Ils n'ont pas fait, par exemple, ils ont tout bien fait sur le niveau 1. Il manque une information complémentaire sur le niveau 2. Niveau 2 ou le niveau 3, tout à fait. Voilà. Alors que en Nord-Picardie, apparemment, c'est pas la position de la directe. Oui, malgré que, alors c'est vrai aussi, il y a certains centres de formation qui font sous-traiter à des sous-traitants. Et le sous-traitant sous-traite aussi par rapport à des gens qui ne sont pas déclarés en tant qu'organisme de formation. Et j'ai vu des formations où il n'y avait même pas de matériel, où on ne travaillait que sur du virtuel et sur du PowerPoint. Et ça, je pense, personnellement, c'est tout à fait un peu négligent parce que ce sont des travailleurs, ce sont des opérateurs, ils doivent pas subir, mais vérifier la qualité des masques, la qualité du matériel, la qualité des EPI et les différents types de matériaux. Peut-être plus précisément en niveau 1 et peut-être en niveau 2, ou montrer ce que c'est qu'un chantier en niveau 3. Mais aujourd'hui, c'est vrai, j'ai vu pas mal de centres de formation où, en fin de compte, les entreprises cherchaient un bout de papier, en fin de compte. Donc on est d'accord, il y a effectivement des choses qui sont pas correctes. Hein, donc oui. Dans les contrôles, effectivement, les contrôles sont tout à fait justifiés. Et on en parle aujourd'hui. C'est apparemment une des super priorités du gouvernement en place, c'est de dire on va faire le bilan de la formation. Il y a de l'argent qui est dépensé, qui sert à rien, même pire que ça. Et sur les formations qui pourraient être aujourd'hui pointues et à défendre la cause de la santé publique, on a des formations qui sont très 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 légères et qui peut-être effectivement entraînent des comportements dangereux pour les opérateurs. Alors, je me souviens, il y a quelque temps, j'avais posé la question à Sylvie Lester de la DGT. Nous savons très bien que la formation certifiée SS3 est très bien encadrée, très bien faite. On connaissait les chiffres et j'avais demandé, il y a 2 ou 3 ans, mais quel était le nombre de personnes formées en SS4 ? Parce que je me souviens d'un salon Préventica en 2013 sur l'île. L'OPP BTP parlait de 1,5 million, 2 millions de personnes concernées sur cette formation. Ce qui est confirmé, le 10 octobre, c'est confirmé, 2 millions de personnes concernées. Quelques années après, on parlait plutôt de 900 000 et maintenant on reparle toujours de 2 millions de personnes. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, pour démultiplier les centres de formation, je pense qu'au lieu de faire le système du bâton et plutôt le système de la carotte, en disant il y a des centres qui font de la formation, de la SS3,
des gens qui font aussi de la SS4, mais de les accompagner pour avoir un meilleur niveau. Parce que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est faire de la formation supermarché, ça ne marche pas. Voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est que bon, Jean-Michel Chapiello, qui est un petit peu le grand Manitou ici sur le village amiante, qui est notre acteur local, qui est formateur aussi, lui, essentiellement SS3, nous disait qu'apparemment, la position de la directe en Alsace, ce serait de dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de contenu pour contrôler au niveau de la direction des répressions des fraudes, hein, puisque la répression des fraudes, la directe comprend 3 unités, la partie formation, la partie inspection du travail, la partie direction contrôle des fraudes et puis de la consommation. Apparemment, il n'y aurait pas de base effectivement légale pour pouvoir intervenir et sanctionner. Nous posons même la question, qu'est-ce qu'une plateforme pédagogique? On nous pose la question, on nous dit, les plateformes ne sont pas conformes. Une plateforme pédagogique en sous-section 3, elle est hyper encadrée, mais pas par le texte forcément, uniquement le texte réglementaire, mais par les textes effectivement normatifs aussi. Et donc et par des applications qui sont directement sur le désamiantage. Puisqu'effectivement, on sait très bien qu'on peut pas, on a beaucoup plus de chances, enfin de risque pardon, d'être placé en niveau 2 voire niveau 3, en sous-section 3, puisque c'est du boulot de désamianteur et qu'ils vont faire ça sur une durée très longue. A l'inverse, un artisan qui vient faire 2 trous pour pouvoir refixer la chaudière ou bien le porte-savon, on peut penser qu'il va le faire 1 fois, 2 fois dans la journée, mais il ne va pas le faire en répétition. Donc il y a très peu, je pense qu'on a connu une entreprise qui fait que la sous-section 4 en permanence. Toutes les autres, c'est des artisans qui font de la formation, une intervention limitée. Donc nous défendons cette idée effectivement de dire ce serait bien d'avoir une formation pour tout le monde. Tous les artisans, tous les revendeurs même, on entendait la problème de déchetterie, toutes les personnes qui sont en contact avec des matériaux, des produits contenant de l'amiante, d'avoir une formation légère de niveau 1, une bonne, j'irais même, si j'oserais, niveau 0. Oui. Hein, nous qui défendons aujourd'hui niveau 0. Qui refusent le niveau 0. Voilà, donc les directs, les inspections du travail, les CARSAT, aujourd'hui, refusent ce niveau 0. Or, nous défendons le niveau 0. Le niveau 0, il est dans la réglementation. C'est lorsque l'exposition sera inférieure à un niveau 5 fibres par litre, au niveau du code de santé publique. Code de la santé publique, tout à fait. Voilà, donc quand on est en dessous de 5 fibres par litre, on est en niveau 0, on ne porte rien. Et donc, normalement, l'idéal, c'est au niveau de la prévention, on protège collectivement, on protège à la source, on aspire, on met du gel, on met différents moyens techniques pour éviter l'empoussièrement, parce que l'amiante, c'est une poussière entre parenthèses, des fibres, mais ça peut être tout type d'empoussièrement. Et moi, en tant que centre de formation, un bon chantier, c'est un chantier qui est propre. Il arrive propre et il sort propre. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement... On capte à la source. On capte à la source et normalement, un bon employé n'a pas... Pour moi, c'est un échec de mettre les EPI, un peu comme les gestes et mouvements au niveau de tout ce qui est troubles squelettico-musculaires. Les EPI, c'est vraiment le dernier recours. Normalement, on doit travailler sur un chantier propre, en toute sécurité, pour qu'on puisse travailler proprement. Parce que si on a trop de choses sur soi... Ça veut dire que le chantier est pollué. Et que donc à ce moment-là, effectivement, on est en niveau 2 avec confinement total. Oui, exactement. Voilà. Et là, ça devient déjà, pour moi, c'est un échec au niveau de l'opérateur. Voilà, donc pour conclure là-dessus, une alerte, effectivement, qui est tirée par différents rapports des directs et qui remontent à la DGT. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. On n'a même pas peut-être 50 000 stagiaires formés en sous-section 4, dont même pas la moitié exercent. Qui a une attestation mais qui n'exerce pas parce qu'on leur a demandé au niveau d'un appel d'offres, il faut être formé en SS4, autrement vous pouvez pas... Il en reste 1 950 000 à former, bon, et depuis, alors qu'ils devraient être formés depuis quand même 2012. Tout à fait, bon, donc on est en retard, depuis 5 ans 2005. 2005, en tout cas la réforme de février 2012 pour la formation. Donc on a un retard considérable et on a l'impression qu'on est en train de supprimer 90% des centres de formation. On les déclare non conformes parce qu'ils ne font pas du niveau 3, alors qu'en fait ils veulent faire que du niveau 1. Et donc il est temps effectivement de faire remonter ça au ministère pour dire arrêtons, formons en sous-section 4 avec des niveaux différents. Par exemple, formons sur la base aujourd'hui des 5 jours encadrants, 2 jours opérateurs pour avoir des attestations de niveau 1. Et avec marqué sur l'attestation niveau 1, interdiction de travailler en niveau 2, voire du coup niveau 3. Et si la personne veut monter en compétence, au moment du recyclage, elle fait une formation complémentaire pour passer en niveau 2. Mais de toute façon, je pense que 2 jours de formation pour un opérateur qui doit faire le même programme que 5 jours pour un opérateur de désamiantage, c'est déjà impossible, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'on fait une opération, les techniques de
décontamination, les techniques de nettoyage d'un APR, les techniques de nettoyage d'un aspirateur, tout ça, ce sont des formations complémentaires qu'on veut mettre à l'intérieur de cette formation. Voilà, en et plus. ce sont des formations, je pense, plutôt complémentaires, Alors, qui permettent, selon le niveau, de dire, ben voilà, on s'améliore pour savoir se déshabiller, on s'améliore pour savoir faire une décontamination, on s'améliore pour savoir faire un mode opératoire, parce que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait une formation, mais on leur dit pas comment il faut écrire leur mode opératoire. Et ça, généralement, en fin de formation, on va dire, mais qu'est-ce que j'écris dans mon mode opératoire? Voilà. C'est ça le gros problème. Alors, pour illustrer ce que vous dites, monsieur Goubet, c'est de pourquoi on compare effectivement l'opérateur sélection 3 sélection 4. Prenons un exemple très simple, et c'est le logigramme de la DGT qui nous le donne depuis un certain temps. Prenons la notion de quantité limitée et de retrait, de conditions de retrait. On va prendre effectivement alors le cas des tôles, des tôles, on dit ça dans le Nord, des tôles en amiant de ciment. Les plaques ondulées. Plaques ondulées, et on va dire les plaques ondulées, les sous-tuiles dans le sud. Oui. Voilà, on a donc une question de proportion. On va dire aujourd'hui, un opérateur, on a un accident, un petit sinistre, et on a 1 mètre carré de plaque à changer, ou 1 mètre carré 50 pour aller jusqu'au bout, 1 mètre carré de plaque 50, parce que voilà, il y a un petit coup de brûlure, et donc il faut la changer. Ça, ce sera donc 1 mètre carré sur combien? alors voilà, les carrés sont bien. 1 mètre carré sur 100 mètres carrés, c'est la sous-section 4. Et tout à fait. Par contre, si c'est un garage qui fait 15 mètres carrés et qu'il faut changer parce qu'il y a eu un accident, un arbre qui est tombé dessus, ça devient la sous-section 3. Voilà. Or, c'est exactement le même travail, on est bien d'accord. Ce sera Exactement. exactement la même intention. Et d'un côté, l'opérateur aura une formation de 5 jours, et de l'autre côté, l'opérateur une formation de 2 jours. Alors qu'on nous explique la différence. Alors pourquoi? C'est qu'on va considérer que remplacer effectivement une plaque qui est déjà tombée avec les pompiers qui sont passés ou la tempête qui est tombée, bah, tout ça, vous regardez le 62-62 de l'INRES, c'est bon, de toute façon les pompiers sont passés, c'est mouillé. A priori, les moyens de protection collective sont là, c'était mouillé, il n'y a pas beaucoup d'émissions de fibres. Donc ça, à la rigueur, dépose et récupération des gravats, c'est la sous-section 4 pour une petite quantité. Une grande quantité, ce sera donc de la sous-section 3. Pourquoi? Parce qu'il y aura une durabilité, une répétitivité, et puis une longueur, et donc une usure, et donc un risque plus long de se faire contaminer. Très bien. Mais expliquez-nous la différence. Pourquoi d'un côté, on a les opérateurs qui ont 2 jours, les opérateurs qui ont 5 jours? Donc on a un vrai souci. Donc nous défendons cette idée, on va conclure là-dessus, que pour avoir quelque chose d'efficace et démultiplier les formations, faisons passer effectivement l'idée que dans la prochaine révision, et c'est le cas puisqu'il doit être révisé 2018-2019, des différents décrets aussi bien et arrêtés qui imposent le niveau de formation et le niveau et la qualité de la formation, donc c'est les 2 février et mai 2012, faisons passer l'idée que pour la sous-section 4, il est possible de limiter au niveau 1 le programme de formation, un minima, donc en 5 jours et 2 jours, avec un programme complémentaire pour passer en 2 jours. Et là, on pourrait viser 95% des professions qui passent de bonnes conditions. Et là, les centres de formation n'auraient plus besoin d'investir dans les plateformes pédagogiques. C'est ce qui a été fait aujourd'hui au niveau des désamianteurs avec des niveaux. En certification, on a le diagnostiqueur de base qui fait le petit diagnostic pour la vente. Et aujourd'hui, on s'était aperçu que la personne qui fait de base, qui va faire une usine ou un collège, pour les diagnostiqueurs, effectivement, on a une certification de niveau. On a mis des niveaux. J'irais même pour conclure plus loin, en SPS, en sécurité et prévention santé, on a 3 Il y a niveaux. aussi des niveaux. On a 3 niveaux depuis le départ. Depuis 92, on a 3 niveaux. On considère qu'un coordinateur de sécurité qui fait une maison individuelle, il doit être d'un certain niveau. Et celui qui fait la défense avec 3 tours et 25 000 camions qui passent, il est d'un niveau supérieur. Exactement. C'est pas le même chantier à gérer. Donc c'est appliquer effectivement ce qui est la logique de la prévention des risques depuis le départ dans la construction au niveau de l'amiante. Ce serait quand même bien d'avoir en sous-section 4, d'avoir effectivement des niveaux dans les attestations de compétences. Voilà. Merci M. Goubet. Ce qu'il ne faut pas oublier, je parlais de 2005, pourquoi? Parce que l'État français a été condamné pour faute inexcusable de formation et d'information en 2004 sur les chantiers de la Seine, concomitant avec les chantiers de la Seine. Donc ils ont fait en 2005 une formation dont on ne savait pas. En 2009, on avait un programme et vraiment les arrêtés d'application en 2012. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est un retour de balance sur une inertie au niveau de l'État français. Et aujourd'hui, on est en train de durcir quelque chose où on ne devrait même pas durcir, mais d'accompagner les centres de formation. Voilà, plutôt les accompagner, les sanctionner sur des bases qui, de toute façon, seront très contestables. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. Merci pour ce Flash Actu. On va passer maintenant au prochain atelier.